Jean-Marc Benayem, bonjour. Bonjour Pascal. Comment souhaites-tu te présenter, Jean-Marc? Oh, je crois qu'en toute simplicité, voilà, je suis médecin, médecin généraliste, après spécialiste. Je fais un peu pas mal de médecine interne. Et puis finalement, j'ai découvert l'hypnose par des lectures et ensuite par une formation par hasard. Je suis tombé dessus à l'hôpital où je travaillais et je me suis dit, tiens, allons voir. Et je suis donc devenu hypnothérapeute. C'est le docteur Chertok, c'est ça? Oui, le formateur, c'était Léon Chertok, qui était un grand résistant et qui était psychiatre et qui a découvert l'hypnose parce que c'était une époque où il y avait encore plus quelques hypnothérapeutes, voilà, qui développaient. Il a lu, il a pris confiance, il a aimé, il a fait venir un psychologue, Didier Michaud, et il lui a demandé de venir l'aider à faire cette formation. Je suis allé parce que je me suis dit, bon, allons voir. Et puis il était à 500 mètres de là où je travaillais. Et il m'a dit, c'est bon, on vous accepte. Et j'ai commencé même à soigner avec l'hypnose avant de me former. Je me suis dit, allez, on y va, on prend des risques. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais des choses que je comprenais pas. Donc je me suis dit, bon, allez, on va se former, ce sera plus sérieux. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça veut dire que tu avais envie de te lancer, tu avais envie de tester les choses. Oui, oui, j'ai pris des bouquins, je les ai lus à fond, et dès que j'ai proposé à des patients, vous voulez qu'on teste l'hypnose? Ils m'ont dit, oui, d'accord, c'est le patient que je suivais en médecine générale. Et j'ai testé, j'ai trouvé qu'il se passait des choses étonnantes et qu'il fallait que j'approfondisse, mais je sache ce que je fais en profondeur. Et par hasard, je suis tombé sur cette affiche, venez vous former, vous informer. C'est une affiche que j'ai toujours, hein, qui a donc j'ose pas dire combien, mais il faut au moins 45 ans. Voilà. Et j'ai téléphoné et j'imaginais même pas qu'il y avait des formations qui existaient. Pour moi, c'était que les bouquins anglais, américains, traduits en français, et c'était un peu musical. Et dès que j'ai vu cette formation, j'y suis allé, initiation, et voilà, Léon Chartock m'a accepté. Alors, ça veut dire que tu as eu le bonheur de travailler avec des personnes qui étaient, qui y croyaient, mais qui n'étaient pas encore, dans une science partagée. C'était quelque chose de peu connu en France, surtout. C'était très marginal, et même on se moquait. Voilà, les gens se moquaient de Chartock parce qu'il pratiquait, parce que c'était l'époque de la psychanalyse, et quand il s'est dit, moi, l'hypnose m'intéresse beaucoup, presque plus que la psychanalyse, tout le monde s'est moqué de lui. Parce qu'à l'époque, il fallait tous être psychanalystes. C'était la règle. Et quand il y avait Lacan, il y avait tous les grands psychanalystes français, et quand il a dit, mais non, mais avec l'hypnose, on a des résultats, ben, ça n'a été que des moqueries. Donc c'était très courageux de sa part de rester dans l'hypnose dans un contexte aussi malveillant à son égard. D'accord. Alors, tu me rappelles une amie qui m'a fait travailler au départ dans la psychanalyse. D'ailleurs, c'était Louis Veluet. Et quand je lui avais expliqué que je suivais ton diplôme, il m'avait répondu, mais Chertok a été mon superviseur. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de l'entendre me dire qu'il avait cette approche psychanalytique tout en étant intéressé par l'hypnose. Donc, ça avait ouvert même pour ses disciples une porte. Donc, c'est extraordinaire, hein, même pour ceux qui s'intéressaient à la psychanalyse au départ. Voilà, c'était vraiment les premiers qui ont osé, après il y a eu ce François Roustan, qui ont osé critiquer, pas condamner du tout la psychanalyse, hein, non, non, dire ça peut s'ajouter. Et bien sûr, ensuite, avec les décennies qui ont suivi, on s'est dit, mais peut-être que ça peut remplacer, parce qu'avec l'hypnose, on est actif, on intervient, alors que dans la psychanalyse, il y avait une immense passivité qui pouvait durer 20 ans. Et donc, petit à petit, l'hypnose s'est montrée plus performante que la psychanalyse. Alors, ma question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est quelle est la personne, quel est le moment qui a été important, clé pour toi, qui a changé complètement ce que tu as vu, ce que tu as fait? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un instant? Est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est un patient? Voilà. Oh, c'est une histoire
est connu puisque j'ai écrit un livre sur François Roustan. Et en fait, Léon Chertok, ils habitaient le même quartier que François Roustan. Et quand François Roustan croisait Léon Chertok, il se faisait des blagues dans la rue, dans le 8e, près de la place Malesherbes. Et puis un jour, comme Léon Chertok voulait diversifier et montrer qu'il n'était pas le seul à aimer l'hypnose, enfin s'y intéresser, disons, il a fait venir François Roustan. François Roustan, on a un petit groupe, commence à parler de la vision, on ne comprenait pas très bien parce qu'à l'époque, il avait un langage très sophistiqué. Et puis quand même, je finis par lui demander, mais c'est quoi l'hypnose? Comment ça se manifeste? Il me regarde avec ce regard bleu et qui est un peu dur, hein. Et il me dit, ben voilà, j'étais en vacances, nous étions en vacances avec mon épouse, avec tout un petit groupe. Nous étions en Égypte et le guide regarde un ciel bleu d'azur et dit, demain il pleut. Et tout le monde, tous les touristes se regardaient en disant, mais il est bizarre, il est fou. Je dis, mais monsieur, oui, oui, demain il pleut. Et il me dit, et le lendemain il a plu. Et ben, c'est ça l'hypnose. C'est-à-dire, tu peux deviner plus que tu peux comprendre plus que quelqu'un qui ne sait pas ressentir les choses et ce guide qui avait une expérience de son territoire, bien sûr. Et j'ai dit, ah d'accord. Et puis, ça en est resté là. On n'a plus jamais eu aucun échange pendant 20 ans, mais ça m'est resté, c'est bête, hein, c'est incroyable, cette anecdote m'est restée comme quelque chose, comme une personne un peu bizarre, insolite, curieuse, et quand j'ai décidé d'ouvrir une formation, je suis allé le voir. Il était très étonné parce qu'on n'avait plus eu aucun contact. Parce que cette anecdote avait eu lieu en 83, 84, et je lui ai demandé de venir faire une formation en 96. Donc, presque, voilà, enfin, en tout cas, une dizaine, 10, 12 ans plus tard. Donc, c'était assez étonnant. Il a accepté. Donc c'est quand même le gars qui m'a le plus troublé et aujourd'hui encore, bien sûr, par sa connaissance. Par sa connaissance et par ce qu'il osait dire, en fait. Parce qu'il Oui, parlait et parfois peu, mais ce qu'il disait était interpellant. oui, c'est en fait ce qui m'a fasciné aussi, c'est que c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire toutes les croyances religieuses ou bien n'importe, hein, philosophiques, toutes les croyances n'ont pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est la recherche de la vérité et de la liberté. Et donc, si cette recherche doit passer par la destruction de certaines croyances, eh bien, on détruit les croyances. Or, c'était des croyances, la psychanalyse, la religion. Il s'est débarrassé du catholicisme, il s'est débarrassé du monde jésuite, s'est débarrassé de la psychanalyse, pas pour s'en débarrasser, mais parce que c'était des freins à la découverte de qu'est-ce que c'est la liberté. Et c'est ça aussi qui m'a fasciné. Tu as un lien avec Krishnamurti? Alors, c'est vrai que si on cherche des liens avec des visions comme ça, hindouistes, eh bien forcément, ou avec le zen, on trouve forcément des liens. Et quand j'en parlais avec François Roustan, ou quand on travaillait sur le sujet, il disait, en fait, ils ont quand même quelques siècles en avance sur nous. Et je pense que c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a des religions qui ont tenu compte, comme l'hindouisme, comme voilà, comme toutes ces religions d'Inde et plus tard de Chine, du Japon. C'est des religions qui tenaient compte des phénomènes, voilà, d'équilibre, de connaissance, alors qu'il y avait d'autres religions comme en Europe, ou que ce soit protestants, chrétiens, qui étaient plus fermé sur un Dieu existe et ça doit te suffire, accepte ça, même si tu n'y comprends rien, tu dois accepter, adhérer, te prosterner, etc. Et lui, il voulait comprendre, il voulait pas se soumettre à quelque chose. Quand tu dis que tu as été, quand tu as eu cette réponse-là sur justement c'est le ciel, demain il va pleuvoir, comment tu as interprété les choses le lendemain quand tu as vu qu'il pleuvait? Mais l'idée, c'était que percevoir quelque chose que les autres ne perçoivent pas.
c'est-à-dire affiner la perception d'une personne pour qu'elle puisse aller voir plus large que des personnes qui seraient dans des croyances, dans pas assez d'approfondissement de la chose. Au fond, ce serait ça la connaissance et la liberté, c'est de voir tellement plus large, de chercher à voir tellement plus large qu'on va peut-être, enfin j'espère, peut-être faire un bon travail, un meilleur travail pour nos patients. L'objectif, c'était que ça, hein, de faire du bon travail avec les patients. C'était notre obsession. Ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, et moi qui résonne dans ma pratique, c'est que finalement, on a toujours entendu des anciens dire, dans 3 jours il va pleuvoir, dans ceci va se passer ça. Ils ressentent ce qui se passe. Leur corps ressent, ils ont des douleurs d'arthrose, ils ont des douleurs à ressentir au niveau du corps, et ils font confiance à leur corps. Donc on voit bien ce lien entre les deux. Et ça Oui, me rappelle des consultations où un patient est devant nous, où on ressent sa douleur. oui, On est dedans oui. là. Oui, en fait, tu as raison. Si on remonte très très loin à l'origine de tout ce qui a été développé plus tard dans le travail, tu viens de le dire, c'est la différence entre ce qu'on veut maîtriser et ce qu'on ressent. Et là, c'était donc pas je veux tout maîtriser, tout comprendre, tout analyser, tout chiffrer, tout évaluer. Ben non, parce que le gars, il dit, à mon avis, demain il pleut, il n'a rien comme critère à donner qui soit scientifiquement analysable. C'est juste son intuition. Et donc, Roustan était fasciné par ça. Et puis moi aussi, évidemment. J'ai appris d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai appris que j'avais un grand-père qui était devin, qui était guérisseur. Ma mère m'avait jamais rien dit. Et c'était du côté de mon père. Le grand-père, donc le père de mon père, était une sorte devin, je sais pas dire, mais guérisseur, enfin voilà, dans son petit village. Et les gens venaient le voir, lui apporter un poulet en échange voilà, du soin, de la thérapie qu'il devait faire. Et puis je me suis dit, au fond, c'est assez fascinant d'avancer dans la connaissance scientifique, bien sûr, mais c'est aussi fascinant d'avancer dans la connaissance intuitive, créatrice. Ce serait ça l'équilibre. Et c'est effectivement ce qui s'est développé quelques décennies plus tard. Alors aujourd'hui, quand on te parle d'hypnose, si on te parle d'ouvrage, tu as écrit beaucoup de livres, tu as écrit pendant ton parcours des choses que tu pensais, que tu ressentais, tu as écrit des ouvrages récents. Quel est celui que tu aimerais amener à lire si aujourd'hui tu avais envie de conseiller quelque chose? Du plus ancien au plus récent, quel est celui ou quels sont ceux que tu aimes bien conseiller? Ceux qui n'ont pas connu ou ceux même qui ont connu François Roustan sont très touchés, très émus par le livre que j'ai fait sur l'art du soin avec l'hypnose, avec François Roustan. Bon, ok. Mais ça reste encore très ciblé sur ces échanges, qu'est-ce que l'hypnose, comment la comprendre. Mais celui voilà, où je mets le plus de cœur, c'est l'avant-dernier, si je puis dire, c'est Une nouvelle voie pour guérir, parce que ça rassemble tout le travail qu'on a pu faire depuis, je dirais, 1980, là où j'ai commencé à pratiquer. Et quand je regarde des articles que j'ai pu écrire en 83, 84, quand je regarde des conversations que j'ai pu avoir avec Roustan en 98, 99, eh ben, en fait, c'était dedans. C'est-à-dire le clivage entre la pensée, le raisonnement, l'intellect et l'intuitif. Voilà, d'où cette histoire, il va pleuvoir demain. Ah bah oui, il pleut, comment il a fait, on ne sait pas, c'est mystérieux. Et ce clivage-là, il nous explique toute la genèse des pathologies. C'est-à-dire que quand le mode maîtrise se développe, eh bien, ça donne la porte ouverte aux douleurs chroniques, aux phobies, aux tics, aux obsessions, aux insomnies. Ça ouvre toutes les portes. Et inversement, quand on réduit ce mode intellect, eh bien, toutes les pathologies disparaissent. Et ça n'avait jamais été écrit nulle part. Et je pense que est bénéfique puisque je l'utilise tous les jours
avec les patients. Et parfois, en une ou deux séances, les gens disent, ah, mais c'est plus du tout comme avant. Et donc, je me dis, mais c'est une voie qu'il faut absolument diffuser pour que tout le monde le teste et dise, ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? J'ai un chemin et la personne a changé radicalement. Voilà, c'est ça qui est passionnant d'être utile pour nos patients, évidemment. Donc finalement, dans ce que tu me dis, tu nous montres qu'à certains moments, il faut mettre des choses par écrit pour nous, déjà, pour comprendre ce qu'on est en train de faire parfois, ou tout simplement pour s'autoriser à mieux l'expliquer. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Ben, c'est vrai que si l'on met par écrit, ça veut dire qu'on a approfondi les choses. Ceci dit, j'ai mis ça par écrit, puis j'ai mis dans un tiroir pendant des années. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas encore clair, on verra plus tard. Et puis, j'ai tout sorti du tiroir il y a quelques années. Et je me suis dit, ah, mais non, là, ça y est, maintenant, ça s'est clarifié. Il faut en faire quelque chose. Et c'est là que l'éditrice Odile Jacob a dit, ah, mais oui, oui, on prend ça, OK. Voilà. Et c'est là que ça a pris une consistance, parce que c'était pas, oui, j'ai une petite idée, c'est rigolo. Non, c'était étayé par tellement je veux dire, d'auteurs différents, de philosophes, de soignants, de médecins, qu'on s'est dit, mais ça a vraiment une densité et une présence, donc on peut l'utiliser. Donc, François Roustan répond à ce que ce guide fait en lui donnant finalement euh, le droit d'exister dans sa perception, où il ne cherche rien à maîtriser, mais simplement il dit ce qu'il ressent. Tu t'empares de cet outil, tu nous expliques que François Roustan cherchait surtout à libérer la vérité et à se sentir libre de pouvoir ressentir les choses. Et aujourd'hui, tu fais le lien en expliquant qu'il y a un cerveau, qu'il y a un corps et qu'il faut les laisser communiquer, qu'on doit accepter ses intuitions, c'est ça, et qu'on doit être auprès des patients avec les deux. Bien, le chemin thérapeutique, c'est de savoir où le patient s'est égaré. Voilà, ça n'est pas, comment on va dire, ah ben j'ai un médicament pour vous. Non, il faut aller le rejoindre là où il s'est égaré. Dans quel marécage s'est-il enlisé? Et si on est en dehors du marécage en disant, ah oui, je vous ai bien entendu, ah c'est intéressant, ben il se passera rien. Il est dans un marécage en train de s'enliser. Va le chercher. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'intéresser au patient, qu'il faut aller lui tendre la main et lui dire, mais là, vous êtes en train de sombrer dans les sables mouvants. Ben oui, ben, ça fait 20 ans que je le dis, personne ne vient m'aider. Je me sens disparaître, mourir, m'affaiblir, j'ai perdu confiance, je pense même à mourir. Et si on y va, il dit, ah ben voilà, enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi. Voilà, on ne sait pas, on reste sur la berge tranquille en disant ah très bien monsieur, allez à la semaine prochaine. Non, on y va, on fait connaissance, on lui tient la main et alors il nous dit comment je fais? Bah il dit vas-y appuie-toi, mets sors un pied, fais quelque chose, je tiens, c'est bon. Et petit à petit avec sa puissance, il sort et une fois qu'il est sorti des sables mouvants, ben sa vie est toute différente. Il n'a plus peur, il reprend confiance, il est sur la terre ferme. Donc, c'est pas lui qui a changé, c'est le contexte. Dans les sables mouvants, c'est normal qu'il ait peur, qu'il ait pas confiance, qu'il se fasse des reproches. Je suis nul, pourquoi j'y suis allé? Mais qui m'a poussé là-dedans? C'est normal qu'il soit angoissé comme tout. Mais dès qu'il sort des sables mouvants, bah, il n'y a plus ni d'angoisse, ni de stress, ni rien. Il est en sécurité. Donc, il change, clac. À la seconde, il change radicalement. D'accord. Alors, tu viens de parler de tendre la main. Ça me fait penser à des peintures. Michel-Ange, ça me fait penser à des sculptures. Est-ce que tu as en tête un tableau, une sculpture qui te tient à cœur, qui est pour toi un peu le symbole de ce que tu nous dis? Oh, pas un plus qu'un autre. Je crois que ce qui m'a le plus ému, troublé depuis toujours, depuis l'enfance, c'est la musique. C'est même le piano. Tu vois ce que c'est un piano comme instrument, tu vois à peu près, hein. Je Hmm. crois que tu as des notions même un peu plus avancées que moi. Eh bien, je crois que ça m'a toujours fasciné.
Mais je m'y suis mis tellement tard que j'ai pas eu, voilà. Mais la musique me bouleverse et je crois que c'est cet équilibre, cette mélodie, cette émotion qu'elle transporte, les silences, le calme, l'harmonie. Je crois que c'est ça qui est magnifique et c'est ça qu'on aimerait que les humains retrouvent. Et souvent, les humains, ils sont complètement désaccordés, mais tous, hein, même nous, hein. Il n'y a pas d'harmonie entre les différents organes, il n'y a pas d'équilibre. Et c'est un boulot énorme et il faut s'inspirer de l'artistique, comme tu dis, et la musique nous sert bien sûr à retrouver cet équilibre. Alors, tu nous avais fait écouter ton cousin qui était venu jouer à la Salpêtrière, qui était venu jouer du piano. Et puis, quand tu dis ça, tu m'évoques un travail qui a été fait par des chefs d'orchestre où on a pris des patients, enfin des personnes qui marchaient dans la rue, etc. Et on leur a demandé de composer l'accompagnement d'une mélodie. Et on s'est rendu compte que tous la composaient quasiment pareil, qu'il y avait quelque chose de complètement intuitif et qui était tout à fait harmonieux. Ce qui veut dire que tant qu'on ne souffre pas, on est dans l'harmonie. Et je Oui. pense que, comme tu l'as dit, dès qu'on rentre dans un vouloir maîtriser tout ce qui est autour de nous, de peur d'être, de perdre de pied, de peur de l'assurance, eh bien, on va rentrer dans la disharmonie. Oui, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les humains, ils sont tellement influençables, ce qui a aussi des bons côtés, bien sûr. Ils peuvent passer une vie entière en étant complètement désaccordés. C'est-à-dire, ils font tout de travers. Bah, déjà, nous, on est loin d'être parfaits, mais ces gens qui ont vécu des souffrances, ils font tout de travers. Ils pensent à leur enfance, à papa, maman, battu, abusé. Ils sont tous désaccordés et ils nous attendent. Enfin, nous, enfin, les thérapeutes, mais les thérapeutes qui interviennent. Ils nous attendent pour pouvoir dire, mais je suis fichu ou je peux m'en sortir ou... Et en fait, on les sort du sable mouvant parce que les sables mouvants, c'est pas eux. C'était papa, maman, c'était la guerre, c'était l'horreur. Donc on les sort et dès qu'ils sont sortis, hop, nous on est, c'est bon, ils ont sorti. On n'a même plus besoin de les revoir. Et ils disent, ah ben oui, là je suis sur la terre ferme. Ah, mais là, ça y est, j'ai pris des bons appuis. Ah, mais j'ai plus de phobie. Ah, mais j'ai plus. Bah oui, tu es sur la terre ferme, donc c'est bon, hein. Donc, ils attendent de l'intervention de quelqu'un qui dit bah allez, un coup de main, on a le droit de s'entraider. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as lu un livre, est-ce que tu es en train de lire un livre de quelqu'un d'autre qui te vient à l'esprit, que tu aimerais faire partager, une lecture qui t'a plu? Bah, je relis sans arrêt du travail de Spinoza parce que c'est toujours très profond. Ouais, j'en ai ma main, c'est ben, mais si tu le vois, bon, peut-être pas. Ok, c'est une bande dessinée sur Spinoza. Je sais pas si tu D'accord. arrives à... Bon, Alors, enfin, on peu a vu importe. Spinoza au-dessus, on a vu Duno en bas. Voilà, on a vu l'éditeur. Ah oui, ah ben voilà, bon, c'est une blague. Donc, il y a Spinoza. Bon, je relis quelques pages de philosophes compliqués comme Hegel, ou bien moins compliqués comme Emmanuel Lévinas. Et c'est toujours intéressant parce que leur pensée est si élaborée, si profonde, que quand je la compare au travail qu'on a fait pendant 40 ans, je me dis, ah, il y a quand même des similitudes. Ce sera jamais aussi profond, aussi intelligent, aussi non, ok. Mais comme il y a quand même quelques points qui sont exactement les mêmes, quelques points, hein, on dit, ah, mais ça va, tu t'es pas complètement égaré. Et en plus, la différence, c'est que ce sont pas des thérapeutes. Ils sont cultivés, ils sont intelligents, c'est des découvreurs incroyables. Mais nous, avec le statut, si je puis dire, de thérapeute, enfin l'intention thérapeutique qu'on a, on trouve des points à utiliser dans ce qu'ils écrivent. Et c'est ça qui est fort, parce qu'on les utilise et on se dit, mais oui, c'est vrai. Alors que eux, c'était une vérité, je dirais, intuitive, une inspiration. Mais ils n'ont jamais soigné. Donc, ils ne savent pas à quel point cela est effectivement applicable en thérapie. Donc, on va relire. On va relire, pour terminer, Jean-Marc, dans l'année qui arrive, on va se revoir plusieurs fois. Je suis très content qu'on puisse d'ailleurs travailler ensemble avec la CCH et puis la FEM. Je suis toujours dans la FEM et Ben, l'Association vraiment. française de l'étude de l'hypnose médicale. On fera un colloque en webinaire au mois de décembre
où on travaillera sur la relation thérapeutique. Donc, on donnera les dates, on va tout expliquer sur la rentrée. Et puis, on te recevra à Annecy en présentiel pour 2 jours sur la relation thérapeutique au mois d'avril. Ça me fait très, très plaisir. Et puis, tu viens de me lancer une idée, donc je rebondis dessus. À la fin des interviews estivales, ben, c'est toi qui m'intervieweras. Ça me plaît bien comme idée. Voilà. Donc, Allez, Jean-Marc, je te bonne dis à bientôt convocation. et merci à toi d'avoir donné un peu de ton temps pour ces interviews. Merci Pascal, je vois Bientôt, qu'on partage la même passion pour cette science de c'est l'hypnose. clair. À bientôt. À bientôt.